Bonjour à tous, petite mise en contexte avant de démarrer cet épisode, puisque cet épisode a été enregistré en mars 2020, avant évidemment le confinement, donc on ne parle pas de coronavirus, on ne parle pas de toute la crise sanitaire et économique qui a suivi et qui est toujours en cours. On parle de l'avenir de TechDesk, qui est la société que dirige Théo Olivier, que j'interviewe aujourd'hui. On va parler de plein de choses différentes, on va parler de son parcours qui est vraiment atypique puisqu'il a fait du droit. C'est un épisode vraiment qui me touche particulièrement puisque voilà, c'est un profil vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir et je trouve ça hyper intéressant qu'il ait eu le courage de se lancer. Il raconte tout ça en détail, donc c'est très intéressant, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Également, je vous encourage à aller vous connecter sur le nouveau site de TechDesk. Il en parle dans cet épisode, mais depuis, il est en ligne, vu que j'ai mis énormément de temps à le diffuser. Donc allez-y, foncez. Et si vous cherchez un bureau pour vous seul ou votre petite équipe ou votre plus grande équipe, allez vous connecter sur TechDesk pour trouver vos bureaux dans la région de l'Ouest, mais aussi partout en France et notamment à Paris. À très bientôt et je vous laisse avec ce nouvel épisode passionnant. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Je trouve que ça mérite en fait que des capitaines contrats existent parce que les gens trouvent ça obscur. Et nous, TechDesk, aujourd'hui, on existe parce que l'immobilier est obscur. Et c'est une réalité. Les gens, quand ils viennent prendre un bureau avec un agent IMO, ils savent pas ce qu'ils payent. Tu vois, ils vont poser une caution. Alors ça, oui, ça couvre ça. Les honoraires de l'agent immobilier, ils vont payer ce pourcentage-là, mais ils ont peut-être un petit peu l'impression de payer pour les visites qui se sont pas concrétisées. On sait pas en fait, tu vois. Et ces domaines-là, je suis désolé, mais ils méritent d'être disruptés. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Ça peut servir si on a un pied dans la réalité. Mais j'avais des collègues thésards qui me racontaient leur thèse. Je ne voyais pas à quoi ça pouvait servir, très franchement. Et moi, je voulais absolument prouver qu'une nouvelle organisation de travail était faisable. Et pour ça, aujourd'hui, une thèse suffit pas. Je me dis, mais pourquoi il y en a ? Et en plus, on parle de pollution, on parle de mobilité. À Paris, il faut avoir la bonne plaque d'immatriculation, tu vois, si tu veux circuler. Mais pourquoi on fait circuler les gens ? Surtout pour aller s'enterrer dans un siège où ils vont pas être productifs, autant qu'ils aillent dans un espace qui peut les accueillir, peut-être l'entreprise du coin de la rue. Moi, en fait, si tu veux, j'arrive à encaisser, mais ça reste en moi. Et mes échecs, en fait, j'y pense tout le temps. C'est pénible pour moi. Mais quelque part, en fait, je sais pas s'il faut les oublier complètement, en fait, parce que ça me permet de refaire l'histoire aussi. Ça me permet demain, si j'ai un projet similaire, de l'envisager différemment. J'ai quelques points clés comme ça qui m'ont heurté, même personnellement, du coup, parce que moi, il n'y a pas de frontières. À moi, ce qui m'arrive dans la journée, c'est dans mon lit, quoi. Bonjour Théo. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Merci de m'accueillir. C'est toi qui m'accueilles parce oui, qu'on est à la Canopée. On est à la Canopée qui est un des endroits que tu gères avec TechDesk. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. On va commencer avec une première question qui est toujours la même question que je pose systématiquement. C'est si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire ?
je serais sans doute en train de boire une bière. Ah, ok, déjà. Ça me fait très envie. Il est 17h45. Ouais, 59. Il est 17h59, donc je suis encore... Ouais, je me la serre. Ok, c'était passé une journée difficile, c'est pour ça. Non, mais 18h, ça commence à retomber un petit peu, ouais. Raconte-nous ta journée qui a été difficile. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Bah, je cherche du foncier, j'appelle les institutionnels pour qu'ils nous confient leur vide, j'essaye d'évangéliser la place à notre solution, tout ça c'est fatigant. Voilà. En tout cas, c'est passionnant, mais c'est fatigant. On va en parler plus en détail quand on va rentrer dans les autres questions. Ma deuxième question est très simple aussi, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Théo Olivier, j'ai 32 ans, bientôt 33. Bienvenue au club. Ah oui, toi aussi ? Ouais, bon. Dans une semaine. Bon, moi dans un mois. Voilà, j'ai cofondé TechDesk, donc je pense que ça va être un sujet quand même. Voilà. On va pas mal en parler, ouais. On va pas mal en parler. Et voilà, j'essaye de faire tourner ce business. Ok. Quand t'as pitché pour la première fois TechDesk, t'as dit quoi ? Je pense que je me suis répété plusieurs fois parce que je ne devais pas être du tout au point. Vu que c'est pas trop mon truc de pitcher, en fait. Donc, je me souviens en plus, je peux te dire exactement où c'était. Raconte-nous. C'était dans le cadre d'un accompagnement Pépite, puisqu'en fait, l'université accompagne les entrepreneurs, donc c'était dans ce cadre-là, et c'était face à des journalistes dans un bâtiment juste à côté de l'éléphant. Voilà. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai même une photo que je me remémore des fois. Voilà. Ouais. J'avais pas dû m'y prendre très très bien, pour être franc. Tu te souviens à peu près de ce que tu avais dit dans la grande ligne ? C'est un pitch de combien de temps ? Je devais être chronométré, ça devait être 5-10 minutes maximum. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, c'est sans doute un problème chez moi, c'est que j'ai pas une phrase type pour présenter TechDesk. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, c'est selon mon humeur. TechDesk change selon mon humeur. Et là, ton humeur du moment pour pitcher TechDesk en une phrase, c'est quoi ? On aide des entrepreneurs à trouver leur bureau, simplement. Ok. C'était déjà l'idée de base quand tu as pitché pour Pépite ? C'était déjà l'idée. La solution n'était pas la même il y a 4-5 ans, mais c'était déjà l'idée centrale. Ok. Alors là, je vais te demander d'imaginer que j'ai une start-up et que je galère à trouver des bureaux. Tu me dis quoi ? Tu dois en croiser souvent, tu leur dis quoi ? Bienvenue. Quelqu'un qui te connaît pas, il connaît pas TechDesk. Ça nous arrive en fait au quotidien d'avoir des gens effectivement qui sont en recherche, qui ont déjà eu affaire à tout un tas de personnes pour trouver des bureaux, quelques postes. Généralement, nous on loge des boîtes entre 4 et 6, donc c'est des boîtes plutôt récentes finalement. Et ces gens-là ont déjà fait des démarches. Des fois un peu difficilement, et nous on leur propose une solution clé en main, donc ça leur parle plutôt. Ok. T'en croises quasiment tous les jours, des gens qui ont besoin de bureaux. Les gens qui nous appellent, c'est ce profil-là. Ouais. Ah oui. Ouais. Surtout à Nantes, mais vous n'êtes pas que à Nantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu TechDesk, où est-ce que vous êtes présent ? Alors, pour le coup, ça change quotidiennement en ce moment, puisqu'on est quand même en plein boom. Mais aujourd'hui, si on a la France en face de soi, on fait une oblique. Effectivement, on est entre Lille et Bordeaux. Voilà, c'est le moitié de France. Donc tout l'ouest de la France, la Normandie. Ouais, alors c'est vrai que on a des attaches nantaises, rennaises un peu plus fortes. Mais aujourd'hui, on est à Lille, on est au Havre, on est à Paris aussi, de plus en plus. Mais voilà, on est sur cette moitié de France, concrètement. Vous êtes à Brest aussi ? Non ? Pas encore, non. Okay. Brest, non. Ok. Alors là, attention, question polémique. Je te regarde dans les yeux. Ah, vas-y, j'attends au pire. Non, parce que c'est une question ouverte. Sur une note de 0 à 10, quelle note d'amour te portent les agents immobiliers ? Qui sont un peu tes concurrents, potentiellement ? Alors... c'est une question un peu short. En fait, bizarrement, les agents immobiliers, on travaille avec eux.
Donc j'ai envie de te dire plutôt une bonne note, puisque on s'apporte mutuellement. Après, c'est vrai que pour certains, j'imagine qu'ils nous voient comme une forme de concurrence, puisque on leur prend des gens qui cherchent. Et eux, leur métier, c'est de guider les gens qui cherchent. Voilà. Seulement, on cherche pas les mêmes personnes. Eux, ils vont chercher des gens un peu structurés, avec des bilans, avec un certain nombre de mètres carrés. C'est vrai que nous, on va avoir affaire à des entrepreneurs pour bon nombre, pas de bilan, des entrepreneurs qui ont peu de moyens aussi, donc on n'est pas sur les mêmes prix de marché non plus. Donc on n'a pas affaire aux mêmes personnes, et c'est comme ça qu'on s'apporte aussi. C'est-à-dire que nous, on a des gens, aujourd'hui, TechEdesk gère des demandes de 500 mètres carrés. Voilà, une entreprise qui nous appelle, j'ai vu votre solution, je veux 500 mètres carrés. On leur répond, désolé, mais ça, nous, on sait pas faire. Par contre, on a des personnes qui savent faire. Et les agents immobiliers sont légitimes sur ces surfaces-là, il n'y a pas de problème. Donc nous, on leur apporte ce type de besoin. À l'inverse, et de façon réciproque finalement, eux, ils vont nous envoyer des petites demandes, et nous, ça nous va très très bien. Okay. Ce deal marche avec la plupart des agents immobiliers de la place nantaise, rennaise, voilà, et même Paris. Ok. Parce que pour essayer de reformuler un petit peu ce qu'est TechEdesk, c'est que vous proposez une facilitation d'accès à des bureaux pour des petites structures, mais même des indépendants, des personnes seules, des fois. Tout à fait. Et ça a toujours été ça l'idée, ou tu t'es dit, en fait, pour en avoir discuté un peu en amont avec toi, c'est récupérer des parties de bureaux vacants dans des entreprises aussi pour pouvoir les sous-louer, entre guillemets. Exactement. Tu continues aussi à faire ça, à aller chercher des bureaux aussi dans des entreprises qui existent déjà. Exactement. Typiquement, là où on est, on est aujourd'hui chez Thierry Immobilier, là. Oui. Et il y a une partie qui a été transformée un peu en cowork, qui s'appelle la Canopée, quoi. Donc, alors, à l'origine, effectivement, TechEdesk, c'était vraiment cibler les entreprises qui avaient du foncier un peu supplémentaire. Voilà, c'est-à-dire que quand une entreprise s'implante, elle va prendre un petit peu plus de mètres carrés, des fois pas beaucoup plus, mais elle va considérer que sur cette opération, ce serait pas illogique qu'elle ait un îlot en plus, voilà, un îlot de 5 postes. En cas de croissance. En cas de croissance, en cas... ça peut être... C'est même du foncier un peu stratégique d'en avoir sous la main, simplement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, TechEdesk cible ces entreprises-là qui ont des postes sous la main, inoccupés, et qui souhaitent pouvoir le récupérer ultra facilement. Donc en fait, on crée de l'agilité pour celui qui cherche des bureaux, un indépendant, une petite boîte de 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 28 quand même. Mais donc on crée de l'agilité pour ce type de boîte, mais on crée aussi de l'agilité pour celui qui nous confie son foncier. Parce qu'aujourd'hui, en quelques mois, il peut récupérer ses postes de travail, s'il va recruter, s'il sort un nouveau produit, voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments dans nos contrats qui vont dans ce sens de l'agilité. Et le marché immobilier en a besoin. Et toi, concrètement, quand tu vas chercher des entreprises qui ont peut-être des espaces vacants, etc., c'est comment c'est tu démarres TechEdesk, t'es tout seul, t'es avec ta mallette, tu dis je vais aller frapper à la porte des boîtes, voir s'ils n'ont pas des endroits dispo. Oui. C'est vraiment ça l'idée de base, et c'est vraiment ce que t'as fait, quoi. Mais tu peux nous raconter la première fois que tu as fait ça, que t'as été frappé à la porte d'une boîte? Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré en fait une personne qui faisait du conseil pour Total et qui gérait un lieu pour une association. Et il s'avère que j'ai été le matin lui présenter. Et l'après-midi, il me rappelait pour y retourner et commencer. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Après, je me suis pris des portes, je les ai pu compter. Mais la première n'a pas été une porte. C'est drôle. Ce qui est sans doute extraordinaire. Donc là, tu t'es dit, j'ai un pont d'or et tout. Non, pas du tout. Non. J'avais j'avais conscience que j'étais bien tombé. Ok, voilà. Ça marche. On va reparler un peu de ton parcours, des études que tu as faites avant de devenir entrepreneur et de monter TechEdesk. J'ai une question très générale, c'est t'as toujours su que tu serais à la place où tu es aujourd'hui? Ah non, jamais.
jamais. Et puis, des fois, ça m'arrive de me questionner. Qu'est-ce que je fais là? Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai fait des études de droit. Ouais. Déjà, avant le droit, on m'avait dit que j'aurais jamais le bac. Ok. Clairement. C'était Qu'est-ce qui t'a dit ça? Un prof de maths qui l'avait dit à mes parents, et mes parents me l'avaient dit avec une petite soufflante. Donc oui, on m'avait dit que j'aurais pas le bac. Donc j'ai eu mon bac. Laboureux, enfin c'était laborieux pour moi. Mais j'ai eu le bac. Après j'ai fait des études de droit. C'était plus facile pour moi, le droit. T'as un doctorat aujourd'hui? Alors, j'ai jamais passé ma thèse. Ok. Voilà, parce que j'ai créé cette entreprise. Okay. Mais effectivement, oui, j'ai fait 4 années de doctorat. Ok. Donc voilà. Pour quelqu'un qui a failli pas avoir le bac, c'est pas mal. Oui. Mais j'ai envie de te dire, effectivement, en parlant avec des amis qui sont également entrepreneurs, on est nombreux, quoi. On est nombreux quand même à passer de plus au lycée, à passer de... Enfin, ouais. Ah oui, à pas avoir aimé le lycée, c'est récurrent le collège. chez nous. Ouais, c'était pas une période que t'as aimé, quoi. Ouais, non. Ouais. J'ai pas aimé du tout. À cause de ça, à cause des études ou... Ouais. Bah, je dis que j'ai pas aimé les études et en même temps, j'en ai fait beaucoup, quoi. Ouais. Donc c'est contradictoire. Bon, après, c'est différent. Là, voilà. Une fois que tu passes à la fac ou en école supérieure. Et j'ai fait cette thèse en droit qui a abouti finalement sur ce projet aussi. Puisqu'en fait, j'ai fait du droit du travail et j'étais spécialisé sur les organisations de travail. Ouais. Et donc forcément, en même temps, en plus, j'étais suivi par un super prof de droit qui m'a laissé beaucoup de liberté. Et je le remercierai jamais assez. Et je pense qu'il a compris lui-même que j'irais pas au bout. Voilà. Mais il me laissait poursuivre malgré tout. Et il voyait un projet se dessiner, je pense, à travers les lignes de ma thèse, qu'il a jamais eu, finalement. Mais voilà, il voyait bien. En plus, j'ai fait un peu de cabinet d'avocat en même temps que ma thèse. J'ai fait des groupements d'employeurs aussi. Donc, c'est vrai que mes collègues thésards étaient 100% sur leur thèse. Moi... Tu t'en foutais? T'avais déjà tes codes en tête? Non, c'était vraiment important pour moi. Ouais. Mais je me disais que moi, je me voyais pas être déconnecté. Et pour moi, c'était une déconnexion. De quoi? De faire de la thèse pure. Parce que tu te dis ça sert à rien ou... Ça peut servir si on a un pied dans la réalité. Mais j'avais des collègues thésards qui me racontaient leur thèse. Je ne voyais pas à quoi ça pouvait servir, très franchement. Ouais, c'était que la théorie, voilà, la revue. Et moi, je voulais absolument prouver qu'une nouvelle organisation de travail était faisable. Et pour ça, aujourd'hui, une thèse suffit pas. Et pourquoi, comment c'est venu cette obsession de se dire on peut réorganiser le travail Quand tu dis réorganiser le travail, c'était déjà une réorganisation du travail par la location d'endroits Non, c'était quoi le truc qui... Bah non, parce que quand on c'est venu d'où en fait? Ouais, quand on fait du droit du travail, on analyse la relation entre l'employeur et l'employé, quelque part. Donc c'était plus sur le télétravail, enfin, quelle technique mettre en place pour avoir un peu plus de bien-être. Et là, c'était, juste pour resituer un peu dans le temps, c'était de quelles années t'es en train de nous parler là? Je sais plus. Ouais. Je suis incapable de dire. Je sais plus, c'était une autre vie pour moi. C'était quoi? C'était il y a une dizaine d'années, un peu moins? Oui. Ouais. Oui. C'était pendant ton master? Ouais, tu vois, par exemple, il y a 5 ans, je devais être dedans. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, grosso modo, à la fin de mes études en droit, progressivement, je me suis retiré des enseignements, parce que j'ai aussi enseigné en faculté, et je me retirais des enseignements plus mon entreprise me prenait de temps. Ouais. Donc finalement, ça s'est fait comme ça. Ok. Progressivement, j'ai arrêté. Ok. Et du coup, pour en revenir à la raison, enfin le moment où tu t'es dit, ok, il y a un problème dans les organisations, il faut restructurer. Il y a peut-être une nouvelle façon de faire au niveau du travail. C'était quoi tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit, il y a un truc qui cloche, ou est-ce que c'était un cheminement Non, c'était comme on dit en droit, un faisceau d'indices. En fait, ma question sous-jacente, c'est toi, tu as repéré un peu ce problème-là, tu t'es dit, je vais
me saisir de ce problème-là, peut-être m'en servir au sein de ma thèse, enfin j'ai envie d'en faire un sujet au sein de ma thèse. Est-ce que tu es en train de dire que c'est un peu les gens autour de toi, ils cherchaient pas forcément à trouver un sujet pour le craquer et résoudre un problème, tu vois. Et pourquoi toi, tu penses que tu as eu un peu cette approche différente? Je sais pas pourquoi il y a eu une bascule dans ma tête qui s'est effectuée. Je suis incapable de le dire. Okay. Mais à un moment donné, je me suis dit... Et ça, du coup, mon directeur de thèse ne le sait pas. Je pense pas qu'il écoute ce podcast, hein, mais... Bien sûr que si, mais tout le monde écoute ce podcast, Théo. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je pense qu'à un moment, il y a une bascule dans le fait de constater que le télétravail... En fait, qu'on était un super beau pays avec plein d'entreprises... Enfin, des très belles choses à faire. Et au final, en fait, les solutions pour travailler n'étaient pas si énormes. C'est soit tu travailles à domicile, soit tu travailles au siège ou dans l'établissement. Mais j'avais la certitude à l'époque, et je l'ai encore, hein, pour le coup ça m'a jamais quitté, qu'on pouvait aller travailler pour son entreprise au coin de sa rue. J'en suis toujours persuadé, Simon. C'est un truc qui m'anime tous les jours. Je me dis, mais pourquoi il y en a, et en plus on parle de pollution, on parle de mobilité. À Paris, il faut avoir la bonne plaque d'immatriculation, tu vois, si tu veux circuler. Mais pourquoi on fait circuler les gens? Surtout pour aller s'enterrer dans un siège où ils vont pas être productifs, autant qu'ils aillent dans un espace qui peut les accueillir. Peut-être l'entreprise du coin de la rue qui a des postes, de façon... Le pourcentage est très fort, hein, qui puisse être accueilli au coin de la rue par cette entreprise. Quand tu dis pourcentage est très fort, c'est pourcentage très fort qu'il y ait une entreprise au coin de ta rue, il y a de la place pour lui. Ouais, tout à fait. Et donc pourquoi pas effectivement permettre à cette personne-là d'aller à son travail à vélo, à pied, dans une entreprise beaucoup plus près. Tu vois. Donc en fait, moi, mon idée initialement, c'était quasiment de repenser la ville. Oui, c'est vrai qu'on était je suis un peu lunaire. Hein, non, c'est bien, que justement, au contraire. Mon idée initiale, c'était de se dire, au coin de la rue, il y a une entreprise. Ouais. Si elle fait pareil, il y a des postes qui se vident. Tu vois ce que je veux dire? Puisque ses collaborateurs, s'ils font pareil, avec la même idée, ils vont plus aller là-bas. Donc elle a des postes vides. Donc je peux mettre mon bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, on permettrait à quelqu'un de côtoyer une nouvelle entreprise, donc c'est riche de sens. On permet à quelqu'un de ne pas utiliser forcément sa voiture, d'améliorer quand même la problématique qui est vie professionnelle, vie personnelle. Enfin, faisons-le. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. En travaillant sur ma thèse, j'avais des chapitres tout entiers consacrés à vie perso, vie pro, etc. Des chapitres tout entiers consacrés à la qualité de vie au travail, avec des notions juridiques à l'extrême, avec des jurisprudences. Je fais un pas de recul et je me dis, mais Simon, en fait, je peux le tester, ça. Et c'est en le testant que j'ai créé mon entreprise. Et t'as fait un peu dans ta thèse, même si tu l'as pas soutenue, une petite synthèse, une petite étude sociologique sur comment c'est perçu aujourd'hui par les entreprises. Alors on en parle de plus en plus du télétravail, de la souplesse, de la flexibilité justement des bureaux. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est en train de changer? Voilà. Le dire, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais est-ce qu'il y a toujours des difficultés pour faire comprendre à certaines entreprises que ça peut être bénéfique pour eux? De moins en moins. Moins en moins parce qu'en fait, parce que de plus en plus l'entreprise écoute ses collaborateurs déjà. Bon, ça, il y a pour des entreprises qui... déjà pour les garder. Il y a des vrais travaux sur les marques employeurs. Le télétravail est franchement de plus en plus demandé déjà. La mise en place, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place le télétravail. Voilà. Donc tous ces éléments-là aussi vont dans le sens effectivement d'une nouvelle mobilité pour les gens. Et entre autres, des ETI qui sont pas en télétravail, ça doit exister encore, mais c'est parce qu'ils ont du mal à négocier. Sinon, c'est le cas. De moins en moins, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as l'habitude, entre guillemets, de passer dans les médias ou de te faire interviewer. Tu sais que question. Non, mais peut-être que... Oui, je sais que non. Je suis peut-être passé à côté de certains trucs. Non. Mais alors, on va plutôt parler de tes clients ou des gens à qui tu as affaire au quotidien. Est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement qu'on te pose parfois? De mes clients?
Bah, potentiellement, ouais. Non, ça me vient pas comme ça. D'accord, ok. T'as une idée, toi? T'as une idée en Pas tête? du tout. Non, en vrai, pas du tout. Ok. Non, j'ai pas d'idée. j'ai pas d'idée particulièrement, non, mais c'est pour savoir si peut-être il y a quelque chose qui est mal compris, que tu dois souvent répéter, tu vois, sur votre façon de fonctionner. Ça peut être. Ouais, alors c'est vrai qu'au début, il fallait bien pas à nos clients, du coup, qui sont, enfin, pas à nos utilisateurs qui cherchent un espace qu'on positionne. Non, c'est surtout auprès de nos hôtes, chez nous, donc les entreprises qui nous confient des postes de travail ou des bureaux. Là, effectivement, il a fallu évangéliser. Parce que une entreprise hôte qui ressasse, effectivement, mais du coup, vous me le prenez à bail, c'est TechEDES qui prend un bail, et puis après, vous recommercialisez. Ça, c'est pas notre modèle. Okay. Notre modèle, il est de se dire, aujourd'hui, c'est de la vacance, je peux vous apporter des gens, et au fur et à mesure que je vais remplir cet espace-là, effectivement, je vais vous rentabiliser, mais au fil de l'eau, quelque part. Or, il y a des gens qui veulent le meilleur des deux mondes, qui veulent à la fois que TechEDES remplisse les conditions d'un bail, qui prennent un bail, et puis après avoir une commission sur les gens qu'on positionne. Enfin, on a eu tout, hein. On a eu tout. Mais notre modèle, aujourd'hui, il est plus compliqué à expliquer pour les gens qui ont de l'espace que des gens qu'on cherche. Parce que ceux qu'on cherche, nous, on est né d'un problème. Donc, et puis on a calé notre solution vraiment sur eux. Sur la demande. Ouais, sur la demande. Ouais. Donc eux, j'ai même pas besoin de leur dire. Ouais. Et à la limite, ils sont très contents d'apprendre qu'ils vont pas payer de frais à l'entrée. On va pas leur demander de caution. Enfin, tout ça, ils sont plutôt contents. Et comment tu fais justement comment tu fais aujourd'hui pour... C'est quoi ton business model? C'est directement une commission que tu prends sur les loyers que chaque desker, comme tu les appelles, passe, quoi. C'est ça, en fait. En fait, quand on me confie des postes, je vais prendre un exemple très simple. Hein, en fait, ma question sous-jacente, c'est si des entreprises nous écoutent et qu'ils ont potentiellement des espaces vacants, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ah, mais il y en a, c'est des millions d'écoutes. J'ai envie de leur dire de venir chez nous déjà. Et concrètement, en fait, nous, on va récupérer leurs vacances. Voilà. On va positionner des gens. Et à chaque personne que je vais mettre, je vais leur devoir un pourcentage de ce que j'ai encaissé. Voilà. Donc, moi, je prends pas le risque de me prendre à bail. Cette vacance, c'est pas du tout l'idée. Et puis, en plus, ces entreprises-là souhaitent avoir quand même le foncier à portée de main, si j'ose dire. Donc ce serait pas logique. Moi, à chaque fois que je vais mettre quelqu'un, je prends un exemple, voilà, si je te positionne, toi Simon, à un poste à 100 €, à ton encaissement, je vais devoir rétrocéder une partie, non négligeable quand même, à mon hôte. C'est ça mon business. Ok. Là, on a déjà un peu parlé, mais on va reparler un peu du début de Théo Olivier, sa naissance. Non, je rigole. Je me souviens plus. Tu te souviens plus de quand t'es né? Si, ta naissance, quand même. Ma première question par rapport à tout ça, c'est toi, à 18 ans, tu penses que tu seras où en 2020? Quand t'as 18 ans? Tu viens d'avoir ton bac, justement. Tu te dis, en 2020, je vais être... En 2020 ou 10 ans après, hein, mais... Non, sincèrement, tu tombes mal parce qu'à 18 ans, j'étais un peu perdu. Hein. Ok. mais tu décides quand même d'aller en fac de droit, tu vois. Donc ouais, mais justement, il y a quand même quelques perdus à la fac de droit, tu vois. Ok, mais pourquoi t'as décidé de partir Alors, la fac de droit, en fait, c'était pour moi... En fait, j'ai été élu conseiller municipal. À 18 ans Ouais, peut-être un peu moins. Je sais plus. Un peu moins que 18 ans? Ouais, un peu moins de 18 ans. Non, un peu plus de 18 ans. Ah oui. Mais pas beaucoup. Hein. C'était à 19 ans ou 20 ans, tu vois. Et donc, effectivement, j'avais cette fibre. Voilà, j'avais envie de faire. Mais juste pour impacter, effectivement, impacter concrètement la vie de la ville, tu vois. Ouais. J'ai toujours été attiré. Hein. Ça, c'est un point commun. Dans toutes mes missions, mon point commun, c'était effectivement d'impacter la ville. Comment on peut la rendre plus saine. Okay. Donc, oui. J'ai eu cette vocation à un moment donné, et donc quand il s'est agi de choisir, je suis allé en fac de droit parce que c'est vrai qu'en fait j'étais pas forcément bon en littérature, j'étais pas forcément bon en maths, tu vois, donc quand on n'est pas bon en littérature ni en maths, on va en fac de droit. Écoute, moi ça l'a fait. Si ça l'a fait en fac de droit qui nous écoutent. Ouais. Voilà.
Mais pourquoi t'as pas décidé de partir en politique, par exemple, typiquement? Vu que conseiller municipal, tu peux te dire, bon, j'ai la fibre, j'ai envie d'aider les gens, Parce qu'à la base de la politique, à la base, ouais, mais bon, c'était peut-être que j'ai eu une désillusion. En fait, j'étais avec une personne qui avait des vraies valeurs en politique. Voilà. Mais en face, il y avait aussi des personnes qui n'en avaient pas du tout. Et donc, ça m'a peut-être un peu choqué à l'époque. Maintenant, ça me passerait par-dessus. Hein. Mais effectivement, à l'époque, peut-être que j'ai été choqué par quelques manœuvres. Ouais, finalement, tu te dis, bon, c'est pas pour moi, quoi. Peut-être que... Non, mais je me suis toujours dit qu'un jour, effectivement, je me baignerais dedans. Voilà, parce que maintenant, les choses me touchent beaucoup moins. Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais tous les jours, j'ai des choses, bon, ça me passe par-dessus, ou je les traite, tu vois. Mais quand on a 18 ans, on les prend plus à cœur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai eu plein d'échecs. Moult échecs et... Tu sais les absorber, quoi. Ouais, je les absorbe, ouais. C'est pas pareil. Comment on fait pour absorber les échecs, justement, quand on en a? Si tu devais donner un conseil. Moi, j'ai dû mettre... Surtout quand on est dirigeant, en fait, on gère une petite équipe. Bah, quelque part, c'est pas facile en termes d'ego de tout maîtriser, tu vois. Parce qu'il y a autant d'ego que de personnes. Et donc, c'est compliqué des fois. Enfin, voilà. Moi, je me considère comme un chef d'orchestre, en fait. Tu vois, le son, il sort pas de... C'est pas moi, tu vois. Par contre, il faut faire en sorte que ce soit harmonieux. Ok. Ouais. Et tu mets en place des techniques particulières, tu t'es formé... Parce qu'on t'apprend pas du tout. Pas forcément le management en droit, j'imagine. Non. Un bout, mais pas... non, pas nécessairement. Ouais. Non, mais je suis comme n'importe quel entrepreneur, je fais sur le tas. Ouais, t'apprends. Et j'apprends de mes échecs. On en a déjà un peu parlé. En fait, cette idée de Take a Desk, elle est née avec ta thèse en droit. Et quel a été le déclic entre le moment où tu t'es dit, bon, parce que tu faisais ta thèse et t'étais pas censé entreprendre, entre guillemets. Toi, tu te voyais bosser dans des cabinets d'avocats pendant notamment ton doctorat. Tu faisais... Ça aurait été plus logique. C'est ce que tu allais faire. Ça aurait été plus logique. Et à quel moment tu t'es lancé? Quand est-ce que tu as créé la boîte? Et quel a été le déclic réel? Pas de l'idée, parce qu'on en a déjà parlé, mais le déclic de « Ok, je me lance, là c'est parti, je dépose les statuts » ou... Enfin, c'était quoi le début de l'aventure Take a Desk? Ça ressemblait à quoi? Alors en fait, l'aventure Take a Desk, juridiquement, ou pas? Moi, si tu veux, mais plutôt le début. Peut-être que tu as commencé sans avoir déposé les statuts. Il y en a exactement. Pas mal. Ouais. Il y a eu quasiment 1 an et demi quand même. Ça, c'est un truc... Sans statut. Un an et demi sans statut? Ouais. Comment t'as fait du coup Bah, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin. Ok. Quand t'as très peu d'encaissement, on va dire, sur un an et demi, sachant qu'en plus là tu me fais partir vraiment de l'idée de base, tu vois. Donc j'ai même pas déployé. Donc oui, quasiment 1 an et demi, j'ai été incubé par les Pépites à Nantes. Okay. Donc là, quand t'es incubé par Pépite, t'as toujours pas déposé le... Non, okay. Je l'avais pas déposé du tout. Puis après, ils avaient un autre mécanisme pour accélérer un petit peu. Donc je suis passé dans cette deuxième step, on va dire, toujours au sein de l'université, que je remercie d'ailleurs, au passage. Non, mais ça a été mes premières rencontres et la première épaule en fait sur laquelle je me suis appuyé pour lancer l'activité. Donc effectivement, c'est bien que tu dis ça parce que j'ai une vision certainement très faussée, la preuve, mais j'ai l'impression que justement les universités sont pas forcément hyper moteurs pour pousser les gens qui sont en fac de faire l'entrepreneuriat. Tu vois, on a l'impression que c'est très théorique, etc. Non, moi pour moi, un étudiant qui veut entreprendre aujourd'hui, il peut le faire. Okay. Il peut le faire, il a la structure, il a des personnes qui peuvent l'accompagner, il a des formations gratuites. Avec la fac ? Ouais, avec la fac. Il rentre... alors, faut pitcher, effectivement, pour rentrer. Je me souviens, j'avais fait un petit pitch, je me souviens encore, je les ai gardés, hein. Je garde tout. J'avais fait, en fait, pour me différencier des autres qui étaient sur des présentations... Tu vois que tu te souviens de tes pitchs, tu dis que tu t'en souviens pas, mais en fait... Ouais, bah oui, je me souviens de certains. Ok, il y a des pitchs qui sont ancrés, les bons comme les moins bons sont ancrés. Et donc, j'avais fait, effectivement, j'avais été à l'imprimerie sur des blocs PVC, et puis je les prenais.
Ouais. comme un architecte, tu vois. Ouais. Et donc j'avais fait ma petite présentation, c'était bien passé. C'était à l'échelle vraiment embryonnaire à l'époque. Hein. Et donc c'est passé comme ça. Et je suis rentré à Pépite. Puis j'ai pu côtoyer des gens qui m'ont beaucoup aidé, comme Mathieu, comme Nian. Enfin voilà. Si t'avais s'il y a des personnes qui font du droit, peut-être des étudiants éventuellement qui nous écoutent, et tu les encourages et qui veulent entreprendre, et qui se disent merde, je suis pas dans la bonne direction pour entreprendre, parce qu'en fac de droit, peut-être que on peut se dire, Ouais, mais étant on se met des étudiant, barrières en droit. Ouais, sans doute. Et Psychologique. qu'est-ce que tu as envie de leur conseiller de faire en premier, c'est-à-dire allez voir la fac, dites-leur que vous voulez entreprendre, et ils vont vous orienter. Bah moi j'ai si j'ai réussi, beaucoup de personnes peuvent réussir. Franchement, c'est vrai. Tous les entrepreneurs disent ça. C'est vrai. Pas beaucoup, oui. D'accord. Bah écoute, du coup je confirme. Non, je confirme, on peut se faire aider par... Il y a plein de structures. Alors, il y a des gens aussi, oui, que j'ai rappelé 4 fois, et qui finalement m'ont dit, mais en fait... voilà. En fait quoi ? Bah en fait, je te donne même pas rendez-vous, mon gars. Donc ça m'est arrivé aussi. Donc effectivement, ça c'est des moments un peu durs. J'ai même pas oublié ces gens, tu vois, au bout de quelques années, parce que je trouve qu'en fait ils sont pas du tout dans la même bonne posture, tu vois. Mais par ailleurs, il y a plein de gens qui t'aident. Et d'ailleurs, c'est simple, les gens adorent aider les gens. C'est moi, si quelqu'un vient me voir, c'est le cas de cet après-midi, bah, il y avait des étudiants, ils viennent me questionner, bah bien sûr, je leur réponds. Ouais. C'est évident. C'est aussi valorisant, je trouve, en fait. Comment, quand on entreprend, on prend un certain risque. Alors j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. C'est de plus en plus facile peut-être d'entreprendre. Je sais pas. Voilà, des fois on dit que c'est pas le cas, des fois c'est le cas. Mais comment t'as évalué ce risque de partir entreprendre alors que t'aurais pu travailler dans un cabinet d'avocat, avoir un salaire correct, tu vois. Enfin, tu t'es dit quoi ? Bon, déjà je l'avais pas mon salaire correct. Ok. Mais en tant que faut pas croire que dans les cabinets d'avocats on gagne bien sa vie, attention. Ouais, et puis en plus j'étais chargé d'enseignement à l'université. Bon, là on n'est pas dans le il y a un petit débat en ce moment à la faculté de droit. Il y a une rétention de copies de la part des chargés de TD justement pour le paiement de leur fonction. Donc moi j'ai enseigné quasiment 5 ans. Ok. Donc je vois de quoi il parle et c'est réel. Donc j'avais pas cette situation. Donc aujourd'hui, en fait, quand j'ai entrepris, mon risque il était de 0. Je n'avais rien à perdre et on se méfie jamais assez des gens qui ont rien à perdre. Et moi, c'était vraiment mon cas. Mais aujourd'hui encore, qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai pas grand-chose. Ouais, donc ton calcul a été vite fait, quoi. Le calcul il est très très vite fait. Et comment tu démarres ? Tu te démarres avec quel argent justement ? Tu dis bah là t'avais ton salaire de prof à la fac. Tu as commencé TechOdesk justement en parallèle. C'était ça ton salaire. Ouais. C'est une question que je pose systématiquement en fait parce que 100% des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas qui y pensent, se disent mais comment, de quoi je vais vivre ? Alors il se trouve que là t'es mon 26e interview, tu vois, et il se trouve qu'il y a une grosse majorité de gens que j'ai interviewés qui avaient le chômage. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Comment toi C'était mon cas. C'était ton cas. C'était mon cas. Okay. Ah oui. On n'en parle pas assez, mais en fait la plus grosse aide on en parle pas de l'État, c'est ça en fait. Hein. Le premier investisseur dans les startups, bien sûr. C'est pour l'emploi. Ouais, c'est une réalité. C'est le chômage. C'est une réalité. Ok. Moi j'ai fait avant de me rémunérer, j'ai fait donc j'ai eu mes fameux 2 ans, je crois que ça dure 2 ans. Et puis après il y a eu 1 an à vide. Ok. Donc voilà. Ok. Et le 1 an à vide, tu fais comment ? T'as levé des fonds ? Non, c'était chaud. Ok. Ouais, donc c'est l'air d'économie quoi. Sur tes économies. C'était sur mes deniers perso, ouais. Ok. Ouais, c'était compliqué. Ouais, donc parce que TechOdesk sur ces 2 années de chômage, puis après cette année où c'était compliqué, ça a eu du mal à décoller, c'est ça, le début ? Ça n'a pas été simple. Ouais. Ah ouais, non, ça n'a pas été simple, ça s'est pas fait comme ça. Il a fallu créer du réseau. Notre solution, en fait, elle s'explique très très simplement. Mais à une entreprise qui a du foncier, elle ne le voit pas de cet œil-là. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'une entreprise qui... Parce que toi, t'arrives, tu lui proposes un revenu complémentaire, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Normalement, tout est positif. Tous les voyants sont verts, tu vois. Mais une entreprise qui a du foncier, à la limite, son habitude, c'est que ça soit vacant
tant qu'elle n'est pas quelqu'un qui prenne la totalité. Ok. C'est ça en fait le modèle de l'immobilier. Et c'est pour ça aussi que pendant 5 ans, enfin je sais même plus, mais là on va fêter nos 3 ans juridiques. Mais voilà, pendant 5 ans, mon travail, ça a été de dire à cet immobilier, attention, vous préférez avoir 3 ans de vacances pour trouver quelqu'un. Mais moi, en 2 mois, je peux avoir rempli. Alors peut-être que je vais pas être à la renta que vous espériez, mais ça vaut le coup. Mais ça n'empêche pas de revendre après. Ah bah ça empêchera certainement pas de faire une opération derrière. Donc c'est du bonus entre guillemets. Oui, mais ça change l'usage immobilier qu'on a à l'esprit classiquement. Tout à l'heure, je t'ai demandé de te présenter. Il y a pas mal de... tu dois avoir pas mal de potes en droit, j'imagine. Oui. Comment tu penses qu'ils perçoivent ton personnage, entre guillemets, aujourd'hui d'entrepreneur? Peut-être t'es un petit peu... J'ai aucune idée. Okay. Je sais pas. Alors, il y en a... Effectivement, j'ai un copain qui a... Surtout quand t'as pris la décision au début, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit non mais fais pas ça, c'est une connerie ou... Je pense que... Peut-être qu'ils te l'ont pas dit, mais... Oui, ils m'ont pas dit. Hein. Mais je pense que ça devait être séparé entre ceux qui trouvaient ça bien, mais qui osaient pas, finalement, et puis ceux qui trouvaient pas ça bien du tout parce qu'on s'écartait de la recherche. Tu vois? Ah oui, d'accord. Donc, non, je pense que il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Je pense que vraiment, un certain nombre de personnes... C'était compliqué pour eux. Mais je pense qu'en fait, tu sais, à l'époque où je faisais une thèse, déjà, j'avais pas tant d'enseignements que ça. J'étais une personne parmi 3000. Enfin, peut-être pas 3000 doctorants, mais à Nantes, on est quelques-uns. Je vais dire une bêtise, mais une centaine, tu vois. Donc, je représentais pas grand-chose. Okay. On m'a pas calculé, hein. Simplement. et ta famille, quand t'as décidé justement d'entreprendre, ils t'ont dit quoi? Non, mon père est artisan. Donc tu vois, tes parents qui te mettaient la pression quand tu me parlais tout à l'heure, ton bac, tes notes en maths, ton prof de maths qui avait dit à tes parents, oui, il aura pas son bac, etc. Non, j'ai eu une éducation souple. Ok. Voilà. En fait, pour te donner un exemple, pour pas faire quelque chose, on me disait vas-y, fais-le. Tu vois? Ouais, j'ai eu la même. Voilà. Et donc ça m'empêchait de le faire. Exactement. Quelque part. Ça marche. Peut-être que tu l'as déjà fait, j'ai une question, mais tu vas me dire en fait je l'ai peut-être déjà fait. Ma question c'est, si tu devais intervenir en fac de droit sur l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? C'est-à-dire ça me plairait. Ouais. Franchement, ouais. Parce que j'ai fait des cours, des fois j'y croyais pas moi-même. Donc, mais là, j'aurais une vraie vocation à faire des cours de droit dans l'entrepreneuriat. Franchement, appel au doyen de la fac de droit. J'ai oublié la question. Ça m'a tellement plu que j'en ai oublié. C'est pas grave. Non, mais c'était très simple. C'est si tu devais intervenir justement pour parler d'entrepreneuriat à la fac de droit, qu'est-ce que tu dirais? Bon, après c'est un peu vague, mais j'ai plus spécifique. Ce serait quoi le titre de la présentation que tu ferais en fac de droit pour ces élèves-là, si tu devais intervenir sur l'entrepreneuriat? Ouais, c'est une bonne question. J'ai toujours mis beaucoup de temps à créer mes titres. Mais clairement, ce serait un titre hyper positif. Parce que déjà, le droit, c'est un domaine qui mérite à évoluer. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs marrant parce que tu t'es lancé dans la PropTech, donc sur l'immobilier, mais tu aurais pu très bien lancer dans la Legal Tech. Il y a les captains contrats, les trucs comme ça qui existent. Ouais. Mais ça, je trouve ça super. Au final, en fait, le droit, pour moi, c'est un domaine d'activité qui est encore très, très protégé. Mm-hmm. Voilà. Et c'est pas toujours bon, hein, cette protection. Ouais. Alors, il y a des choses très très bien, effectivement. Il y a la magistrature. Moi, quasiment tous mes copains sont avocats aujourd'hui. Mais c'est pas si simple que d'être avocat. Et puis, concrètement, quand on est une entreprise, on cherche à avoir du conseil. Donc, c'est bien d'avoir une relation, mais des fois, c'est très obscur. Voilà. Moi, maintenant, je dois gérer... souvent très obscur. Ouais, non, mais c'est les zonos, par exemple.
Parlons-en. Les honoraires. Les honoraires d'un avocat. C'est à l'heure, tu l'appelles, il décompte. Tu sais pas. Il décompte. Lui, il a lancé son logiciel. Bon, j'ai la chance d'avoir un très très bon avocat qui procède pas de la sorte, mais je trouve que ça mérite en fait que des capitaines contrats existent parce que les gens trouvent ça obscur. Et nous, TechEdesk, aujourd'hui, on existe parce que l'immobilier est obscur. Ok. Et c'est une réalité. Les gens, quand ils viennent prendre un bureau avec un agent IMO, ils savent pas ce qu'ils payent. Ouais. Tu vois, ils vont complètement. poser une caution. Alors ça, oui, ça couvre ça. Les honoraires de l'agent immobilier, ils vont payer ce pourcentage-là, mais ils ont peut-être un petit peu l'impression de payer pour les visites qui se sont pas concrétisées. On sait pas en fait, tu vois. Et ces domaines-là, je suis désolé, hein, mais ils méritent d'être disruptés. J'allais dire disrupté. Ouais, c'est... Ouais. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu te confrontes quand justement tu viens changer un système qui tourne depuis hyper longtemps, comme ça, comme l'immobilier, mais on parlait aussi du droit, c'est pareil. J'imagine que Captain Contrat, ils se sont fait un petit peu mettre la pression par, je sais pas, sans doute. Ils ont été embêtés. Lobby des avocats, j'en sais rien, tu vois. Mais est-ce que toi, tu ressens ça aussi dans l'immobilier un petit peu ? Est-ce que TechEdesk est peut-être mal perçu par certains acteurs de l'immobilier même si tu nous l'as dit au tout début de l'entretien que tu travailles en accord avec eux parce que tu leur apportes des business et eux t'apportent des business aussi éventuellement. J'ai eu des couacs énormes avec certains agents immobiliers, clairement. Mais pour autant, on continue de travailler ensemble. Des fois, en fait, c'est bien. Alors ça, c'est un domaine en fait où j'apprécie la franchise quand même. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, on a fait une opération en centre-ville. Je sais pas si je dois la raconter. C'est à toi de voir. Je la raconte. Mais on a fait une opération. Tu ne donnes pas de nom. Voilà, on a fait une opération. On n'est pas dans quel centre-ville. Plusieurs mètres carrés en centre-ville. Persuadé qu'effectivement nos partenaires allaient suivre. Et je me suis complètement trompé quoi. Trompé. Ah oui, vraiment mea culpa. Je me suis trompé. Ils m'ont pas suivi sur cette opération alors qu'ils nous ont suivis sur d'autres, hein, mais cette opération qui était un peu spécifique sur plusieurs milliers de mètres carrés, j'étais persuadé. En plus, si tu veux, c'est ce que j'ai vendu à mon client. Et ils m'ont pas suivi. Et ils m'ont pas suivi parce qu'ils étaient pas contents aussi que je prenne ce marché. Donc ça arrive effectivement que sur des opérations... l'entente que j'ai soit vole en éclats, mais pour autant, on se rabiboche et on continue de travailler ensemble. Voilà. Ouais, donc faut y aller à pas feutrer, quoi. À pas feutrer, et puis moi, c'est vraiment la logique aujourd'hui. J'ai jamais fait semblant. Quand quelque chose va pas, on se le dit. Et c'est vrai que sur cette opération-là, j'ai quasiment passé ma semaine à recevoir des brokers. Ils étaient à la suite, hein. Vraiment, c'était à recevoir les agents immobiliers et puis à leur présenter l'opération que je trouvais hyper belle et eux pas du tout. Et ils étaient tous d'accord. Alors des fois, tu vois, quand j'ai en face les mêmes réponses, donc quelque part ils avaient raison. Enfin, sur les bases de leur travail actuel, ils avaient raison de me répondre tous la même chose en plus sans concertation. Mais au fond de moi, Simon, je suis persuadé qu'on aurait pu faire quelque chose de bien et alors c'est pas toujours le cas, mais je pense que j'avais raison. On aurait pu faire quelque chose. Est-ce que si demain cette situation elle se représente, tu saurais comment faire pour la régler ? Pas pareil, parce que déjà ça m'a pris beaucoup de temps. Non mais du coup là ce que tu dis c'est ok, j'aurais essayé de la faire mais avec une façon différente, ou est-ce que tu dis j'essaierai même pas parce que ça sert à rien ? Non. Là, c'est pas me connaître. Non, j'aurais essayé, mais différemment. Je toperai avant. Je me mettrai d'accord avec eux avant. Mais sincèrement, là, c'est une de mes erreurs 2019. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Aujourd'hui, là, sur ton business, tu vas toi-même avec ton équipe chercher les bureaux un à un. Oui.
Point d'interrogation, ouais, oui, non. Oui, Ok. oui, tout à fait. Est-ce que tu as un plan pour scaler un petit peu ton truc Ouais. et que ça se fasse automatiquement Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça justement Quelle est ta vision des choses Est-ce que tu vas créer une plateforme peut-être, je sais pas. Alors en fait, aujourd'hui, on a une plateforme qui est complètement imparfaite. Je le dis parce que on n'est pas satisfait à 100% de notre plateforme et donc on sort la V2 en juin prochain. Donc ça se rapproche et on attend, on a hâte, même en interne, hein, on a hâte, on a envie de travailler sur un autre produit. Et aujourd'hui, effectivement, on va chercher d'espace en espace, effectivement, mais il y a de plus en plus déjà de personnes qui simulent leurs gains chez nous, voilà, sur notre plateforme. Donc on a créé un petit simulateur qui se rapproche vraiment de la réalité. Voilà, on l'a calibré un petit peu pour ça. Et puis, de plus en plus, on travaille aussi avec des acteurs nationaux. Alors, je pense aux foncières, par exemple, mais aujourd'hui, quand une foncière vient nous voir, elle a déjà fait son tri, généralement. Donc, elle vient, et ça nous est arrivé pas plus tard que il y a quelques semaines, elle arrive avec 20 dossiers. Je vais vous confier ça, les gars. Et là, on est obligé de lui dire, non. On va prendre les 2 meilleurs, on va remplir, puis on prendra les 2 suivants, etc. Okay. Mais aujourd'hui, oui, c'est avec ce profil-là, un peu de foncière, enfin des grands. Et peut-être que j'ai mal compris, mais pourquoi tu t'acceptes pas de prendre le lot complet entre guillemets? Parce qu'aujourd'hui, on cherche à faire très bien ce qu'on fait. Et c'est pour ça que, par exemple, cette erreur que j'ai citée il y a quelques minutes en 2019, j'y pense encore, tu vois. J'y pense encore. Et la preuve, on en parle là. Rappeler la personne concernée. Mais ouais, ça m'a... Moi, en fait, si tu veux, j'arrive à encaisser, mais ça reste en moi. Et mes échecs, en fait, j'y pense tout le temps. Tu disais tout à l'heure que tu gérais mieux les échecs, mais pas totalement non plus quand même. C'est-à-dire que ça se voit moins, mais pour autant, je les Ouais, je les cache en moi. Clairement. Tu les ressors pour les retraiter plus tard, quoi. Mais quelque part, en fait, je sais pas s'il faut les oublier complètement, en fait, parce que ça me permet de refaire l'histoire aussi. Ça me permet demain, si j'ai un projet similaire, de l'envisager différemment. Voilà, mais effectivement, j'ai quelques points clés comme ça qui m'ont heurté. Même personnellement, hein, du coup, parce que moi, il n'y a pas de frontière. Je parlais de la frontière. Tu rentres chez toi le soir, tu dors pas. Ouais, moi, je prends tout. Moi, ce qui m'arrive dans la journée, c'est dans mon lit, quoi. Ouais. Vois, c'est terrible. Je vais arriver à la fin de l'interview. J'ai 2 questions que je pose systématiquement aussi, qui est c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure? Qui est la première de mes 2 questions. Et la deuxième, ce sera c'est quoi ton pire souvenir? Tu vois, comme ça, tu peux te préparer. Comme ça, je me prépare au pire, quoi. Généralement, le pire souvenir est plus facile à retrouver que le bon. Ouais, c'est que le vrai. meilleur, parce qu'il y en a plein des biens. En fait, il y en a plein des biens. Il y en a plein des pas bien non plus. Mais il y a plein de petites choses au quotidien. D'ailleurs, j'aurais arrêté si j'avais pas de biens, c'est sûr. Mais c'est des petites victoires. Moi, j'ai pas de grandes victoires à annoncer. Voilà. Moi, c'est une petite victoire me va très très bien. Alors, les gens disent que je suis pas très démonstratif comme garçon. C'est la réalité. Je suis pas très démonstratif. Mais au fond de moi, quand on réussit à trouver l'espace à quelqu'un qui cherche, c'est une petite victoire. Okay. Pour moi, pour lui, pour toute l'équipe. Ok, donc c'est ça tes. Ouais, moi, c'est des petites victoires, moi. C'est à chaque fois que tu arrives à débloquer une situation entre quelqu'un qui cherche un bureau. Ouais. Ok. Ouais. Et ton pire souvenir? Là, tu veux bien en trouver un. Ah oui, je l'ai. C'est ce que tu as raconté tout à l'heure? Non, même pas. Non, c'était mon pire souvenir, c'est un pitch complètement foiré. Je sais pas si le mot est approprié, mais... si c'est le pire, si, peut-être. Ouais, c'est celui-ci, ouais. Alors j'en ai réussi des pitchs. Et puis j'en ai raté 3-4, quoi. Voilà. Et c'était quoi l'enjeu de ce pitch pour que ce soit si marquant? Ah non, il n'y avait pas d'enjeu. Ah non, il n'y avait pas d'enjeu. L'enjeu, c'était de réussir. Parce que je déteste rater. Je déteste ça. Donc il n'y avait pas d'enjeu en soi. C'était quand? C'était où? Raconte-nous. C'était dans un petit théâtre à Nantes. J'ai été accompagné... d'ailleurs, j'étais sorti du Pépite. Donc tu vois, ça remonte quand même. Il y a peut-être 4 ans. Mais
J'y suis encore. Je suis encore sur scène, Simon. Et je devais pitcher et puis en même temps j'étais énervé. Ça s'est pas bien fait, tu vois. C'était pas le bon moment pour moi. Ok. Tu vois. Puis à un moment, en fait, j'ai tellement pitché aussi qu'une suite, enfin que une espèce de lassitude. Ouais, il y avait une lassitude qui s'est faite. J'étais peut-être pas bien préparé non plus, hein, mais il y a une forme de lassitude qui s'est installée chez moi, qui a fait que ce pitch-là, je l'ai complètement foiré. Vraiment, j'étais... Mais qu'est-ce qui te fait penser que t'as foiré? Mis à part toi qui sens que t'as foiré. Si, parce que j'ai pris à partie des gens qui étaient en jury. Enfin, si. Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'était la C'est pas la bonne méthode. Ah ouais, non, c'était pas la mode méthode, mais en fait, c'était entre autres des gens qui m'avaient refusé des rendez-vous et j'arrivais pas à En fait, en pitchant, tu vois, je me suis arrêté de pitcher à un moment. T'as fait ta vengeance en direct, quoi. Ouais. Comment ça, faut T'as pas dénoncé. le faire. Faut pas le faire. Mais j'étais un frustré. Donc forcément, il peut pas en sortir grand chose de positif dedans. Et forcément, en voyant cette personne, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui va me juger, quoi. Parce qu'en fait, t'es arrivé sur la scène, t'as découvert le jury, tu t'es dit, ah, il est là, lui, c'est ça? Ouais, exactement. Je vais en profiter pour l'afficher, quoi, c'est ça? Bah non, mais en fait, profondément, ça m'a embêté d'être jugé par cette personne. Tu vois? Parce que tu t'es dit, c'est biaisé déjà d'avance, quoi. Bah, c'est biaisé, enfin, même pas, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait même pas de notes, il y avait rien, il y avait aucun enjeu, Simon. Vraiment, mais tu vois, l'enjeu, c'était de réussir juste ton pitch pour te faire bien voir, à la limite, c'était le seul enjeu. Donc c'était un problème d'ego, quoi. Ouais, là, vraiment, c'était de l'ego. Donc, c'est pour ça que moi, mon travail, il a été là-dessus, quoi, clairement. Ouais. J'ai préparé un petit questionnaire immobilier. Un petit questionnaire. Ouh, voilà, il est très mauvais. Parce que non, mais moi, je suis très nul en immobilier, donc t'inquiète pas, ça va pas être très compliqué. Mais à chaque fois, j'ai 2 propositions. Je te demandais de choisir une des 2 propositions. Et pourquoi tu choisis ça? D'accord. Il y en a que 5, t'inquiète pas. La première, c'est open space ou bureau fermé? Là, je suis désolé, mais bureau fermé. En fait, aujourd'hui, les magazines de déco nous vendent de l'open space, mais nous, on a les gens au bout du fil. Je peux te dire que les gens veulent du bureau fermé dans des espaces collectifs. Et ça, moi, je fais confiance aux gens, je fais pas confiance aux magazines. Machine à café ou baby-foot? Ouais, là, tu me poses une colle. Ah, je sais. Ouais. Bah, écoute, personnellement, ou pour... Tu réponds ce que tu veux. Personnellement, baby-foot. Ma petite partie dans la journée, c'est bien. Et puis pour les gens, ça serait plutôt café, parce que tout le monde ne joue pas. Start-up ou PME? Ou est-ce que c'est la même chose? Ouais. Franchement, je sais qu'il y a une dichotomie qui a été... qui a fait couler un peu d'encre. Moi, que je loge une start-up ou une PME, je lui souhaite d'ailleurs d'être une belle entreprise, tout simplement. Espace vide dans une entreprise ou bâtiment vide tout court? Bah, on a les deux. Non, mais toi, Moi, je préfère un bâtiment, je mets plus de gens. T'es focus business. 5 heures au bureau ou 5 heures en rendez-vous? 5 heures, c'est quoi la première? 5 heures au bureau ou 5 heures en rendez-vous? 5 heures au bureau. Un rendez-vous de 5 heures, je pense qu'il y a 4 heures de trop. Même plus. Je vais arriver vraiment à la fin de l'entretien avec mes 8 dernières questions. Ouais. On s'est un peu moqué de moi la semaine dernière quand on m'a dit ouais, à la fin de l'interview, tu dis c'est la fin de l'interview, mais il reste 8 questions Ouais, encore. c'est un peu bizarre. Ouais. Donc ça fait vraiment genre, peu t'inquiète bizarre. pas, c'est fini, mais il reste 20 questions. Ok. Non. Mais elles sont assez rapides. Je les ai changées pour toi. Tu vois, t'es le premier qui va avoir la nouvelle version des 8 dernières questions. La première, c'est est-ce que tu peux finir cette phrase? Quand on entreprend, on passe son temps À cogiter. Tu cogites beaucoup? Ouais. Beaucoup. Beaucoup trop. Faire du yoga ou de la méditation? Ah non, mais on passe son temps à... T'as essayé, c'est un peu les routines, tu vois, d'entrepreneurs. Ouais, il y a une fille qui m'a fait respirer. En fait, on est dans un super réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, Atlantique. Et donc, on a des formations qui sont tôt le matin, une fois par mois. À chaque fois, la veille, je me dis, oh là là, faut y aller à 7h30. Et à chaque fois, sincèrement, je ressors,
j'ai eu un intervenant d'hyper qualité, sympathique, bienveillant. Il y a une fille qui a essayé de me faire respirer. Ok. Et a priori, j'ai une respiration inversée. Donc C'est quoi une respiration inversée? elle me faisait respirer, mais en fait, moi, je rentre le ventre du coup. Donc bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais a priori, oui. Ok. Si tu avais un message à faire passer, ça serait quoi et à qui? Ton prof de maths. Non, parce que mon prof de maths, non, pas mon prof de maths, parce que je pense qu'il a dû peut-être savoir, je sais pas, et puis j'ai pas envie de l'afficher. On va pas donner. Non, mais j'ai plein de gens en fait à qui j'ai envie de dire déjà merci, puisque sincèrement, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Voilà. J'ai passé ces 5 ans-là, j'ai passé à rencontrer des gens qui m'ont aidé. Donc, et ici, par exemple, on est chez Thierry Immobilier, que ce soit Benoît ou Adélaïde, qui s'occupent de l'innovation chez Thierry Immobilier, ils m'ont aidé. Avec leur retour, en me faisant confiance alors qu'on était un petit peu des bébés aussi, en me faisant confiance sur le modèle, etc. Quelque part, à chaque fois que quelqu'un me fait confiance, il m'aide. Et tu t'en souviens? Et bien sûr. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien? Ce qui me fait gagner le plus... j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps au quotidien, donc ce qui me fait gagner le plus de temps, mon vélo. Ouais, on est à Nantes, donc soyons pragmatiques. C'est une très bonne idée. C'est mon vélo. Très bonne réponse. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est d'avoir une entreprise à taille humaine et qu'on puisse développer la solution en Europe. C'est notre ambition à 4 ans. Donc voilà. Et tout en restant effectivement sur une solution qui aide les gens. Tu sais si t'as des concurrents entre guillemets à l'étranger? Ouais, on commence à les regarder un petit peu. Ouais. Puisqu'en fait on se projette à 4 ans justement sur des territoires un peu limitrophes. Voilà. Mais il s'avère qu'en fait la France est assez... l'entreprise française est assez repliée aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur des pays, par exemple, Pays-Bas ou voilà, un petit peu scandinaves, ils ont une habitude d'ouverture d'entreprise qui est beaucoup plus forte que chez nous. Ouais. Alors nous, ça vient. Voilà, il y a déjà, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. Mais pour autant, c'est des pays qui ont cette habitude-là. Ils ont déjà cette culture, peut-être moins besoin d'un intermédiaire comme vous. Ils ont une culture de bien-être au travail. Ils ont une culture un petit peu à l'image de ce qu'ils ont dans leur système scolaire finalement. Tu vois. Donc ils ont cette habitude-là. Donc moi, ça me plairait effectivement d'aller regarder un petit peu ce qui se fait là-bas. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre? TED. Juste ça? Ah non, t'as pas le droit de mettre ça comme TED. En même temps, ce serait drôle. TED. Bah oui, t'as que des. Il s'est planté. Il y a un sujet que t'aimerais aborder en particulier si t'avais l'occasion de faire une conférence avec une grande visibilité, tu vois. Ouais, ce serait certainement pas, par exemple, sur l'entrepreneuriat, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. Je fais un exemple, mais je me considère pas du tout comme ni pionnier, ni exemple dans le domaine. Par contre, j'aimerais bien traiter de l'immobilier, tu vois. Sous quelle forme? Sous la forme un peu d'un modèle un peu différent de l'immobilier, justement. Parce qu'en fait, dans l'immobilier, il faut savoir, on essaye d'avoir la plus grande durée. On connaît tous les 3-6-9, 9 ans, t'imagines. Pour une entreprise, se marier 9 ans, c'est énorme sur un bien. Dans l'immobilier, en fait, aujourd'hui, le droit français fige énormément les choses. Ça, c'est son rôle. Moi, je dis exactement l'inverse. Ne figeons pas les choses. Parce que déjà, on ne sait pas ce qu'une entreprise sera dans 9 ans. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Même des belles entreprises aujourd'hui, dans 9 ans, ce sera peut-être pas si bien que ça, tu vois. Ou à l'inverse, elle aura peut-être complètement été absorbée par un géant. Enfin, tu vois. Donc, moi, mon discours, il est inverse. Donc, ce serait surtout sur cette vision-là, un petit peu, arrêtons de figer les choses. Voilà.
Ok. J'ai pas du tout encore l'intitulé exact. Je suis très long dans mes titres, j'ai dit tout à l'heure. Je les mettrai en commentaire du podcast. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast? Donc un entrepreneur de l'Ouest, ça peut être breton, par ici. Ou ça peut être un artiste aussi. J'ai pas assez d'artistes, voire quasiment pas. Et bah tu vois, j'ai une idée. Vas-y. Alors tu vas le faire ou pas? Je sais pas, dis-moi d'abord. Bah tu vois, sur un disque au bureau, parce que du coup, chez TechEdesk, en fait, on s'impose chaque chose qu'on fait. Donc TechEdesk, par exemple, la team TechEdesk, elle a déménagé 6 fois ou 7 fois depuis notre création. Elle est d'un espace à un autre. Là, aujourd'hui, on a sorti disque au bureau. Donc, on s'impose effectivement d'aller faire nos journées. Et je crois que c'est la semaine dernière. Aujourd'hui, tu vois, je suis chez Archibien avec Simon. La semaine dernière, j'étais à la boxe à planter. Ah, j'ai déjà été les interviewer. Ah, t'as déjà interviewé Julie? Ouais. Ah mince. Vraiment, c'était... Enfin, j'ai adoré cette fille. Ouais. J'ai adoré cette fille. Ouais, super. Donc, faut que j'en cite un autre. Bah, si t'as pas d'idée, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée si tu l'as déjà fait. Je sens que t'avais préparé la... Ah non, pas du... Non, mais je veux dire, t'avais amené, t'as fait un teasing en disant j'ai la personne super interviewée. Et puis en fait, non, pas du tout. Là, ça me vient pas. Ok. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Non, c'était bien amené. Ok. Très bien amené. Si tu entends quelqu'un dire Théo, il est à Contrevent, t'en penses quoi? J'en pense du bien. Ok. Pourquoi tu penses que c'est bien? Parce que... Qu'est-ce que ça t'inspire? Contrevent. Bah, ça m'inspire la mer, ça m'inspire les vacances. Par rapport à... tu me dis que ça te fait plaisir si on te dit ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, l'homme se met beaucoup de barrières. Voilà. Et effectivement, le fait qu'on lui souffle quelque chose, il l'absorbe. Et il va pas voir plus loin. Et c'est ce qui arrive quand on fait des longues études aussi. On est absorbé par son domaine d'activité, on se spécialise, etc. Et puis, on en vient en fait à plus parler aux gens finalement, tu vois. Enfin, on se comprend plus. Et moi, en fait, l'idée, c'est de se dire aux gens, à Contrevent, on peut faire des belles choses. Voilà. Ok. Merci Théo. De rien. À plus. Simon. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup, dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo, bye, ciao.